on a un métier, tu sais, hein, qui est à la frontière entre le business Le et business la et l'IT, technique. c'est le vrai, ouais, c'est vrai. C'est la technique au service du business, et donc, quelque part, un bon technicien ne fait que la moitié du job. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Baudable, Chief Data Officer de groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour Christophe. Bonjour Rémi. Écoute Christophe, je suis ravi de te recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui on va commencer par te présenter toi parce que je pense que les auditeurs du podcast connaissent Pierre et Vacances Center Parcs. Donc du coup, peut-être parle-nous un peu de toi. Alors, Christophe Vaudable, je suis Chief Data Officer pour le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, leader du tourisme européen avec les résidences Pierre et Vacances et les parcs Center Parcs que vous connaissez à travers l'Europe et bientôt au Danemark. Christophe, comment t'es arrivé chez Pierre et Vacances Center Parcs? Alors, je suis arrivé dans le groupe Pierre et Vacances Center Parcs par une mission de management de transition qui par la suite s'est étendue sur le poste de Chief Data Officer que j'occupe aujourd'hui, avec pour feuille de route la redéfinition de la stratégie data du groupe. Alors la redéfinition de la stratégie data. Si tu peux nous en dire un peu plus sur du coup comment est organisée la data au sein du groupe Center Parcs. Alors, au sein de ce département, qui regroupe quasiment une cinquantaine de personnes aujourd'hui, on va retrouver les fonctions data classiques, hein, la web analyse, la data engineering, data science, auxquelles on adjoint, pour le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, une fonction CRM, puisqu'on a une grosse activité de communication client, et une fonction campagne, en l'occurrence, à travers tous les outils, Adobe Campaign, etc. Ok, donc la spécificité, c'est la domaine CRM, donc qu'on retrouve hein, chez les retailers et chez les vendeurs, et la partie campaign. C'est combien de personnes aujourd'hui, cette équipe? Donc cette équipe, c'est une cinquantaine de personnes à peu près, un petit peu plus, un petit peu moins en fonction des activités. Ok, d'accord. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet assez spécifique, hein. Tu sais qu'il y a eu cette révolution de l'IA générative il y a à peu près maintenant 1 an et demi, en novembre 2023, 22, pardon, pas de bêtises. Comment vous avez vécu cette révolution au sein du groupe? Alors, en deux temps, je dirais. Un premier temps où, comme tout le monde, on s'est dit il faut qu'on essaye, puisque de toute manière, il y a plus à perdre à ne pas y aller plutôt qu'à y aller, hein. Donc, on a commencé par quelques petits POC, notamment avec le service client. Donc, le but du jeu étant, de manière assez classique, d'épauler le téléconseiller dans sa recherche d'informations aux questions clients. Et puis, progressivement, on a étendu un petit peu ce périmètre à l'aide à la réclamation. Donc, typiquement, quand on avait des clients qui nous faisaient des retours, que ce soit sur les médias sociaux ou par téléphone, on a un outil qui leur permet de formaliser une réponse beaucoup plus rapidement, simplement quelque part pour éliminer la partie à faible valeur ajoutée, où le téléconseiller a besoin d'aller cliquer sur 50 outils pour trouver la réponse, et pour pouvoir effectivement beaucoup plus rapidement répondre au client et lui apporter la réponse dont il a besoin. Donc ça, c'était la première partie où on a commencé à tester, on s'est familiarisé avec ce type de technologie. C'était donc orienté service client. Orienté service client. Maintenant qu'on est un tout petit peu plus mature, on a choisi d'étendre cette activité IA et IA générative au domaine donc de la relation client, de la connaissance client, puisqu'on a intégré une composante forte IA générative au sein d'un programme de personnalisation, peut-être dont on parlera un peu plus tard. Ouais, on en parlera un peu plus tard. Donc du coup, c'est des sujets qui sont venus un peu... comment sont arrivés ces sujets IA génératifs? C'est plutôt les collaborateurs qui vous ont fait remonter un besoin en disant Christophe ou dans tes équipes, il y a des sujets IA, il faut qu'on s'y mette, ou c'est plutôt le top management qui a dit là on est en branle-bas de combat, il faut y aller? C'est un peu les deux. C'est un petit peu les deux. Les équipes, bien évidemment, étaient, en tant qu'early adopteurs, déjà un petit peu familiers des concepts et des méthodes et des outils. Donc, ils ont aussi voulu apporter cet écosystème-là pour faire profiter le groupe de toute la valeur ajoutée que ça pouvait générer. Et puis, on a le board, on a le COMEX, qui également entendait parler par d'autres biais de ces outils-là et qui voulait investir sur le sujet. Ok, très bien. Et du coup, si on reprend un peu l'historique, je ne sais pas si toi tu as vécu cette révolution, mais l'IA en général, qui a été créée un peu avant l'IA générative, en tout cas l'essor de l'IA est arrivé un peu avant l'IA générative. On a parlé de NLP, on parlait de machine learning, on parlait de deep learning. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez chez vous? Est-ce que c'est des sujets qui étaient déjà présents avant l'IA générative?
Donc ça, c'est des sujets qui sont déjà présents dans le groupe depuis plusieurs années. On a J'aime bien poser la question de savoir à partir de quand vous avez commencé à entendre parler de l'IA, pardon. Alors, l'IA chez le groupe Pierre Vacances, ça date, je n'ai pas de date exacte, mais en tout cas depuis peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais, c'est ça. Voilà, à partir du moment où ces technologies se sont démocratisées au sein des entreprises, donc on a effectivement un certain nombre de modèles qui tournent, de connaissances clients, d'aide au pricing, de taux de remplissage, plusieurs modèles qui tournent, et donc qui apportent déjà de la valeur depuis plusieurs années au groupe. Maintenant, avec la révolution dont on parle, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on va pouvoir faire maintenant, et donc c'est tout un nouveau champ à explorer. Ouais, c'est important de le dire parce que les gens pensent, en tout cas les gens, le commun des mortels, on va dire, et dans nos auditeurs, on a un peu tout le monde, pense que l'IA est arrivée avec ChatGPT, ce qui n'est pas du tout le cas, et c'est ce qui ressort des échanges que j'ai avec les professionnels, c'est vraiment de faire comprendre que l'IA a toujours été là depuis au moins 10 ans, même 20 ans, en parlant de l'hiver de l'IA, en parlant de pas mal de sujets sur l'IA. Et c'est vrai que c'est important d'expliquer que voilà, l'IA, c'est quelque chose qui existe, en tout cas l'intelligence artificielle en elle-même, le NLP, le Natural Language Processing, les machine learning, le deep learning, c'est quelque chose qui existe, et que l'IA générative, ce n'est qu'une step au-dessus, c'est une évolution en fait des IA. On est d'accord. Et du coup, pas mal de cas d'usage. Est-ce qu'on est aujourd'hui au niveau du POC, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en production au sein de votre groupe? Alors en matière d'IA générative en tant que telle, donc vraiment de ces méthodes qui vont te permettre de créer du contenu, on est encore au niveau du POC, voire du POC un petit peu avancé. Néanmoins, aujourd'hui, on n'a pas encore d'outils qui sont mis en face du client, puisqu'on veut contrôler la qualité, on veut s'assurer que ce qui est proposé est quelque chose qui soit réellement utile, donc on est encore en phase de test. Par contre, évidemment, on commence à équiper nos équipes internes avec ce type d'outils. Donc le service client, on en parlait. On peut avoir également tout un tas de cas d'usage qui sont identifiés au niveau des équipes marketing, encore en interne pour une fois, pour la partie notamment créative. On y reviendra sur la créative parce que j'ai des sujets sur justement l'IA et la créativité et voir comment vous gérez ça. Et donc effectivement, par contre, on travaille à travers divers programmes sur une industrialisation beaucoup plus forte de ces méthodes-là. Mais c'est pas encore prêt. Ouais, c'est encore en stade du POC. C'est ce qui ressort aussi des échanges, c'est qu'on est encore sur des POC. Il y a certains sujets qui sont mis en production, mais pas facing client, parce que c'est un peu compliqué. Sur la créativité, donc j'imagine dans les services de marketing, est-ce que tu as une visibilité sur ce qui se fait? Est-ce qu'on parle de créativité sur les images, par exemple? Est-ce que vous utilisez de l'IA type Midjourney pour modifier des images? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Donc, sur tout ce qui est effectivement créativité, alors on a bien évidemment toute la partie, nous qu'on appelle studio, qui est impactée aussi bien sur l'image que sur le texte, que sur la reformulation ou le résumé, par exemple, qui sont les use cases un petit peu, je dirais, intuitifs qu'on peut imaginer sur ces fonctions-là. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est des use cases qui sont utilisés, je dirais, à une échelle individuelle. Et donc, ce qu'il faut qu'on développe, par contre, c'est une approche beaucoup plus large, beaucoup plus gouvernée, pour pouvoir développer ça sur l'ensemble du groupe, y compris côté collaborateur. Ouais, image, ouais, exactement. C'est très individualisé, et pour passer à l'échelle, il y a d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques, comme, je dirais... L'éthique, par exemple. L'éthique, c'est fondamental. L'éthique, c'est fondamental, puisque, bien évidemment, toutes les questions de droit d'auteur qu'on connaît, toutes les questions... DIA Act. DIA Act, les RGPD qui, bien évidemment, continuent, et heureusement pour tout le monde. Donc tout ça, ce sont des sujets extrêmement sensibles, sur lesquels il faut prendre le temps de se pencher, avant, effectivement, de déployer à l'échelle. Ok, super. Donc sur les sujets IA, je veux bien. Maintenant, sur ce qui revient souvent, et c'est vrai que c'est important pour pouvoir avoir une bonne IA, une bonne intelligence artificielle, pour avoir des bons résultats sur l'intelligence artificielle, on dit souvent qu'il faut avoir des bonnes données. Du coup, comment est organisée on va dire la data chez vous? Est-ce que vous êtes plutôt centralisé? Est-ce que vous êtes décentralisé, vu qu'il y a plusieurs sous-entreprises? Est-ce que vous êtes data mesh, data driven? Voilà, c'est un peu les sujets qu'on entend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont pour objectif d'être data driven. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous êtes data driven? Je pense pas. Je sais pas si quelqu'un aujourd'hui peut dire qu'il est réellement data driven, peut-être, mis à part quelques pure players américains notamment. Mais bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a une utilisation avancée de la donnée, qui est la donnée utilisée pour prendre des décisions et optimiser un certain nombre de process qu'on peut avoir au sein du groupe. Mais bien évidemment, ce serait faux de dire qu'on est 100% data-driven, ou en tout cas on utilise 100% du temps la donnée pour prendre nos décisions. En tout cas, ça reste un objectif, mais la route est encore longue.
centralisé, décentralisé. Donc aujourd'hui, et historique, pour faire suite un petit peu à l'historique qu'on avait, on est plutôt sur une approche centralisée. C'est-à-dire que on a notre fonction collecte de données, processing et pardon, je On bug. recommence. Voilà. Donc tu reposes la question ou... Ouais, je repose la question. Du coup, vous êtes plutôt centralisé ou décentralisé? Donc aujourd'hui, et du fait de notre historique, on a plutôt une fonction data qui est centralisée, même si on va voir qu'il y a des petites nuances qu'on peut apporter. Donc on a effectivement notre fonction collecte, transformation et exposition qui est aujourd'hui plutôt centralisée. Le fait est que récemment, là, on commence à revoir un petit peu notre modèle opérationnel du point de vue de la data et que le but du jeu, ça va être de commencer à travailler avec des méthodes de data un petit peu plus agiles, par squad, en mixant les équipes tech, data, business. Et donc, on commence progressivement à décentraliser cette capacité à traiter et à restituer la donnée, qui historiquement, comme je te disais, était quand même beaucoup plus centralisée au niveau du département. Ok, ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu l'air du temps, hein. C'est des modes en fait. On centralise, on décentralise. Et donc, ouais, plutôt décentralisé avec des squads, ça c'est intéressant. Et ça, c'est une transformation qui est en cours, tu me disais. Donc ça, c'est la transformation qui est en cours, effectivement. Hein. On se transforme un petit peu comme tout le monde, un petit peu sans arrêt. Et effectivement, en ce moment, on a identifié le fait que pour être plus performant dans l'utilisation de nos données, notamment des équipes mixtes, c'était ce qu'il nous fallait pour pouvoir avancer plus rapidement, être plus fluide dans le delivery de nos use cases. Ok, super. C'est exactement c'est comme ça que je le conçois aussi, et je pense que c'est une bonne direction pour le groupe. J'ai des sujets en ce moment qui reviennent souvent et que j'entends parler un peu dans les médias, c'est dans les médias spécialisés. C'est surtout les LLM. Aujourd'hui, il y a deux approches sur les LLM, donc les Large Language Models. Ces LLM-là, ils sont ou utilisés en open source, et dans ces cas-là développés en interne avec de l'entraînement interne et toutes les contraintes que ça peut être amené, ou utilisés par les grands, sur des autres modèles de type OpenAI ou Claude ou Bard. Alors je sais que vous êtes sur Google, hein, chez PVSCP. Du coup, c'est quoi votre approche sur ces modèles de LLM? Donc là, étant donné qu'encore une fois, on est dans une phase de POC fut-il avancée, l'idée c'était effectivement de partir sur une approche plutôt orientée API, où on avait un service sur l'étagère qu'on pouvait utiliser, et donc tester avec nos utilisateurs métiers notamment, les premiers use cases d'IA générative. Demain, avec les problématiques de coût, les problématiques de gouvernance qu'on peut connaître, peut-être qu'on dirigera vers la seconde approche, une approche un petit peu plus open source qui nécessite un petit peu plus de technicité. Mais en tout cas, on croit très fort que ce qui doit venir avant, évidemment, c'est le use case métier. Et donc, on doit montrer au métier un petit peu aussi l'apport par ce type de technologie avant d'investir massivement dans l'infrastructure ou dans des équipes. Ouais, je vois. Donc, pour commencer, en fait, par le POC, en utilisant ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, qui est à payer un coût moyen. Et puis derrière, passer sur des modèles open source, voire hybrides, hein, ce qu'on se disait. Peut-être d'avoir un mélange entre les deux, c'est-à-dire des modèles hybrides, c'est-à-dire des modèles open source d'un côté, pour certaines utilisations, pour certains use cases, et des modèles propriétaires, avec tous les problèmes que ça peut causer. On parle de données, on parle beaucoup de données qui transitent dans ces API au sein de ces grands groupes. Ça peut être aussi un sujet. Parce que du coup, vous êtes plus propriétaire quand vous transférez comme ça les données, donc c'est compliqué. Alors, c'est pas complètement la jungle non plus. Hein. Il y a toute une réglementation évidemment qui empêche les hyperscalers notamment d'utiliser les données ou de les partager. Le fait est qu'il y a toujours ce côté un petit peu boîte noire, bien évidemment. Trouble, ouais. Surtout que OpenAI ne diffuse pas, ne vous rend pas les données que vous envoyez. Vous n'avez pas un historique en fait des données que vous avez envoyées chez OpenAI? On n'a pas forcément un historique, effectivement, on a juste un récapitulatif sous forme de volume de données, envoyées. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un volet réglementaire qui est là pour assurer, et notamment les utilisateurs européens, que l'utilisation des données n'est pas faite de manière complètement erratique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il y a toujours quelque part ce doute qui subsiste malgré tout l'arsenal juridique et réglementaire qu'on peut mettre en œuvre. Ouais, donc c'est assez sensible et je pense que ça aussi, ça vous aidera à choisir entre un modèle open source ou un modèle propriétaire. À l'avenir, les sujets de données sont assez importants et surtout d'éthique et de réglementation. Si on parle un peu d'actualité, alors je ne sais pas si tu as pu regarder ce qui s'est passé sur le CES 2024 à Las Vegas. Il y a eu des nouveautés qui sont sorties, notamment liées à
à de l'embarqué, Mhm. à de l'intelligence artificielle embarquée. Alors, on connaît, nous, l'intelligence artificielle derrière notre ordinateur, mais là, j'ai cru voir qu'il y avait des petites tablettes où maintenant, on pouvait directement parler avec la tablette et commander un café ou commander un Uber Eats. Est-ce que tu as pu regarder ce genre de nouveautés? J'ai pu regarder ce genre de nouveautés, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit une variété de nouveaux cas d'usage qui apparaissent sur le marché avec un foisonnement qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs années. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais il y a quand même une question, je pense, qu'on peut se poser autour de tout ça, c'est finalement laquelle va être capable de changer les habitudes, laquelle va être capable de pérenniser un cas d'usage à grande échelle. Ouais. On l'a connu avec le smartphone, ça a été Révolution. une en même révolution temps. portée en partie notamment par Par Apple. ouais. Maintenant, quel acteur va être capable de structurer un marché et de changer les habitudes consommateurs? Et je pense que le vrai sujet est là. Alors, j'aime bien parler de chiffres. Je lisais un chiffre qui m'intéresse. On parle de 100 milliards pour 2028. Ça, c'est le marché de l'IA générative dans le monde. 100 milliards. Donc, il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a des acteurs qui vont émerger, ça c'est sûr. Et il y aura des révolutions qui vont arriver. En tout cas, ça, c'est mon avis. Si on parle un peu de salariés et de métiers, parce que c'est important aussi, on a des consultants qui nous écoutent, on a des salariés de grands groupes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément à même de ce qui se fait sur l'IA générative et qui ont un peu peur. Et du coup, c'est des sujets, je pense, que vous avez vous aussi évoqués en interne. Est-ce que vous pensez que, chez PVCP, est-ce que vous pensez que l'IA générative va détruire des métiers, va créer des nouveaux métiers? Comment toi, tu perçois aussi l'évolution des métiers avec l'arrivée de l'IA générative? Les nouvelles méthodes ou les nouvelles approches d'un travail donné, je pense qu'on peut les observer sur 2 temps. Un temps court, il peut y avoir destruction, puisqu'on a besoin de se transformer, et un temps long, Ouais. où il y a création et où les métiers se Ouais, transforment. en 2 étapes. En Destruction 2 et étapes, construction. exactement, tout à fait. Donc là, on est peut-être effectivement dans une phase, peut-être qu'on n'y est pas encore, mais ça peut arriver qu'on puisse avoir une destruction d'emplois à court terme, parce que peut-être besoin de moins de personnes sur une fonction donnée, mais plus sur une autre. Et puis à long terme, il est assez probable que tout ça s'équilibre et que finalement, on arrive à quelque chose qui ne soit pas, je dirais, destructeur d'emplois, mais plutôt créateur. Si on rentre un peu dans le détail, parce que là on est en haut de l'échelle, si on rentre un peu dans le détail, tu vois plutôt le data ingénieur par exemple qui pourrait être en risque, le data analyst, parce qu'aujourd'hui on voit des avancées énormes, hein, notamment sur la data analyse avec, je reprends encore OpenAI, hein, mais qui est capable d'intégrer des quantités énormes de données et de nous faire des reportings magnifiques. Ça serait quel métier du coup qui va évoluer selon toi? Je pense que les métiers du développement logiciel, dont les data engineers font partie, je les mets un petit peu dans cette Avec cette l'essor des boîte-là. no-code aussi, avec l'essor du no-code. Tout à fait. Je pense que ce métier va être profondément transformé. Quelque part, la production de code va pouvoir se faire de manière beaucoup plus rapide que ce qu'il faisait actuellement. Et donc peut-être que quelque part, pour produire un volume donné de code, on aura peut-être besoin de moins de personnes. Ça, je dirais que c'est la vision un petit peu court terme. Maintenant, les choses étant, puisque tout le monde va être doté de ce type de technologie, je pense qu'on va assister à un espèce de phénomène d'accélération qui va faire que finalement, la production assistée par l'IA va devenir un standard et que finalement tout le monde continuera à avoir besoin de data engineers, de développeurs, etc. Ouais, et je vois des nouveaux métiers, par exemple dans l'optimisation. Moi, j'ai connu à l'époque du SQL et de l'optimisation de requêtes. C'était des gens qui étaient très forts en optimisation de requêtes. Mais demain, on pourra imaginer une optimisation des consommations de tokens en API, par exemple. Parce que du coup, aujourd'hui, on consomme, et il y aura peut-être demain des métiers, des spécialistes de ces tokens et qui vont nous dire, bah voilà, grâce à moi, vous allez réduire votre consommation, interroger de cette manière-là et pas de cette manière-là. Enfin, ça peut être des métiers qui peuvent sortir comme ça. On parlait de prompt engineer aussi, mais ça, c'est un peu moins visible, mais on peut aussi avoir des prompt engineers, par exemple. Sur le même schéma, tu sais que tu as cette fonction FinOps qui a émergé là, ces dernières années. Il est assez probable qu'effectivement, à un moment donné, on ait besoin de se poser la question de l'optimisation financière des modèles, des larges langages modèles, puisque tout ça peut coûter assez cher à la fin. Oui, c'est sûr. Donc il est assez probable qu'effectivement, ces fonctions d'optimisation financière émergent assez rapidement dans les années qui viennent. On pourrait avoir des LLMOps, par exemple. Ce qui est déjà un peu le cas, d'ailleurs. On en a déjà un peu parlé. Ok, donc plutôt rassurant sur l'avenir, en tout cas d'un point de vue métier. D'un point de vue visibilité, on va dire, allez, si je te donne une boule de cristal et que je te dis comment sera l'intelligence artificielle dans 5 ans? Dur la question. La question à 1000 Dur, euros. Il est assez probable qu'on voit l'émergence effectivement
d'IA extrêmement multimodales, qui soient capables de s'adapter extrêmement vite au contexte ou à une situation donnée. Tu peux expliquer un peu multimodal pour les auditeurs? Multimodal dans le sens son, vidéo, texte, image, Fasse tout en même temps. qui fassent tout en même temps et qui soient capables de combiner ces informations pour apporter des réponses pertinentes. Alors on a des prémices aujourd'hui avec les ChatGPT, les Bard et consorts, Bard, mais il parlait de multimodal, je crois. tout à fait. Bon, Ouais. Gemini en l'occurrence, tout à Ouais, fait. Gemini, exact. Donc on voit les prémices arriver et on imagine que ce phénomène va évidemment s'amplifier. Tu parlais d'embarquer tout à l'heure, il est assez probable qu'effectivement Sur les robots? sur les robots ou des petits assistants de poche. Mhm. Donc je dirais que si je devais miser un petit billet sur l'avenir, ce serait sur cette thématique-là. Embarqué Sur l'embarqué, sur le multimodal. et sur le multimodal. Ah, c'est hyper intéressant. En termes de modèles, alors j'aime bien parler un peu de ce qui se fait en ce moment, donc en modèle open source, hein. Je prends souvent l'exemple de Mistral, Mhm. qui est impressionnant dans le sens où ils ont très peu de paramètres. C'est un peu ça, hein, qui a fait l'essor. C'est très peu de paramètres et des résultats aussi forts que Bard, par exemple. Est-ce que tu vois, toi, la course aux paramètres sur les années à venir? Ou est-ce que tu penses plutôt qu'on va justement jouer sur l'optimisation pour plein de raisons, hein, pour des raisons écologiques, de consommation typiquement, ou pour des raisons de capacité aussi, à un moment donné, hein. Combien de machines il va falloir pour pouvoir faire tourner ces modèles? Alors il y a plusieurs questions dans la même question. Ouais, il y a mais plusieurs questions. je dirais que à mon sens, ma conviction profonde, c'est qu'on va voir l'émergence de petits modèles spécialisés. Dans le sens où, comme tu le disais, d'un point de vue financier, c'est plus soutenable pour tout le monde. D'un point de vue écologique également, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des clusters énormes pour les faire tourner. Donc ma conviction profonde, c'est qu'on va avoir effectivement des, entre guillemets, petits modèles spécialisés émerger. Donc ça commence à arriver, hein, par ailleurs, sur la santé notamment. Tu veux dire qu'ils sont entraînés avec des jeux de données spécifiques sur une ligne métier, par exemple? Des jeux de données Ouais. spécifiques, Ouais. un nombre de paramètres peut-être un peu moins important que celui qu'on peut retrouver sur les grands modèles entre guillemets universels qu'on connaît aujourd'hui, qui sont finalement des très beaux modèles vitrines. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir à un instant T à la fois quand a été peint la Joconde et puis comment est-ce qu'on traite un cancer, voilà. Bien Est-ce que sûr. c'est utile? Donc ouais, donc, petit modèle spécifique, beaucoup moins consommateur, et l'essor de l'open source. Je n'arrête pas de promouvoir l'open source dans le podcast, mais je suis persuadé, quand on voit l'essor de l'open source dans le développement, de toute façon... L'open source, c'est évidemment un paramètre sur lequel il faut compter, et d'ailleurs sur lequel il faut même espérer, je dirais, Bah puisque remettre notre avenir à des hyperscalers, c'est un côté extrêmement confort, puisque c'est des solutions extrêmement performantes. Maintenant, en effet, l'open source nous permet, quelque part, je dirais, de reprendre Autonomie. en tout cas en partie, notre autonomie, et Ouais, c'est en clair. effet, c'est évidemment quelque chose de tout à fait souhaitable. Est-ce qu'on peut parler peut-être du site, des cas d'utilisation sur le site? Est-ce qu'il y a des choses sympas là-dessus? Sur le site, on n'y est pas encore. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Si, alors je peux te parler un peu de perso là justement. Parce que tu te rappelles, je te disais tout à l'heure que le but du jeu c'était d'unifier un peu le parcours, l'expérience client. Ouais. Donc on peut faire ça à la limite. Est-ce qu'il y a des cas d'utilisation aujourd'hui orientés UX par exemple chez vous? Alors aujourd'hui on lance un gros programme autour de la personnalisation client. Donc le but du jeu étant de cibler plus précisément et de parler plus précisément à nos clients pour leur apporter plus de valeur. Et donc de passer d'un modèle où on avait moins d'une dizaine de segments clients à un modèle où on aurait plusieurs centaines. Et puis, une fois qu'on a ces segments clients, il faut les activer, il faut communiquer. Et donc pour communiquer, on commence à avoir besoin de contenu spécialisé. Du texte, de l'image, du son, pourquoi pas, des vidéos. Et donc c'est là que l'IA génératif rentre en jeu, puisque à partir de contenus génériques de base, on va demander à l'IA de spécialiser l'image, le texte, la vidéo sur un ou plusieurs de nos centaines de segments qui auront pu être calculés précédemment. Donc ça vous permet d'être plus précis sur le ciblage. Quand tu parles de segments, c'est segment client? Segment client. D'accord, donc ça permet d'être plus précis et l'IA va pouvoir générer en fonction du segment le contenu qui lui convient, quoi. Exactement, ça nous permet d'être plus précis et d'adresser du contenu qui est vraiment personnalisé. Et ça, c'est en POC? Et ça, c'est en cours de construction, tout à fait. Ah, c'est en cours de construction, ok, c'est des projets... sur l'ensemble du cycle de vie client, depuis l'acquisition jusqu'à l'enquête de satisfaction au post-séjour, en passant par le site web, bien évidemment. Il y a une question que j'aime bien poser dans Deep Talk. Moi, je suis donc fondateur du cabinet Unique et mon objectif, c'est de fournir les meilleurs talents à mes clients.
Si je devais intégrer ton équipe demain, quelle serait la qualité première que tu rechercherais chez ce consultant? La proactivité, c'est une qualité rare. Ouais, donne-nous un peu des exemples, pourquoi? Par exemple, prenons l'exemple d'un data analyst. Ce que j'appellerais la proactivité chez un data analyst, ça va être cette capacité de commencer à explorer la donnée et puis de tirer le fil comme ça au fur et à mesure pour trouver des nouveaux cas clients, pour trouver des nouveaux axes d'amélioration. On est sur quelque chose qui n'est pas souvent, en tout cas chez les profils les plus juniors, qui n'est pas souvent fait. Et si on parle de ce métier-là en particulier, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui me semble fondamental et très créateur de valeur pour une entreprise. Ouais, proactivité, en effet, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas que tu lui donnes une tâche et qu'il reste dans son coin à faire sa tâche. Ce que tu veux, c'est que lui, il vienne aussi te voir et te proposer. On a un métier, tu sais, hein, qui est à la frontière entre le business, Le business et la l'IT, technique. c'est le vrai, ouais, c'est vrai. C'est la technique au service du business. Et donc, quelque part, un bon technicien ne fait que la moitié du job. Et ce que j'appelle la proactivité, c'est effectivement cette capacité à aller vers le métier pour lui proposer des choses. Ah, ça, c'est une vraie spécificité de la ligne métier de data. Parce que quand tu n'es pas dans la data, tu n'es pas forcément obligé d'être proche du métier. Mais c'est vrai que quand tu es dans la data, tu es transverse et tu dois être proche de tous les métiers. Exactement. Pas uniquement d'un métier, de tous les métiers. Parfait. Ok, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Ce que j'aime bien évoquer aussi dans le podcast, c'est un peu ta littérature, tes contenus. Qu'est-ce que tu lis en ce moment alors toujours sur l'IA, hein, pour rester dans le même sujet, mais qu'est-ce qui t'a marqué récemment? Alors, mes lectures du moment, alors, qui sont peut-être pas directement liées à l'IA, mais ma lecture de mon livre que je fais en ce moment s'appelle L'accélération, en l'occurrence. Et c'est un ouvrage qui explique comment les ruptures technologiques nous ont permis non pas de gagner du temps, mais d'occuper notre temps de manière différente. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a réussi à faire plus de choses au fur et à mesure que le temps passait dans le même temps, d'ailleurs de manière tout à fait consciente, plutôt que de se libérer du temps. Et donc ça fait aussi réfléchir, je dirais, à l'utilisation de ces modèles d'IA qui aujourd'hui sont pleines de promesses en termes de libération du temps et de charge mentale. Maintenant, je pense que ça ouvre aussi la question de est-ce qu'on va pas plutôt chercher à mettre encore plus d'activités dans un temps donné avec ces nouvelles technologies, ou est-ce qu'au contraire, on va chercher plutôt à se libérer pour d'autres choses. En gros, ce que ça te dit, c'est que les ruptures technologiques t'ont permis de faire, en 1 heure, t'ont permis de faire des choses que tu n'auras jamais pu espérer faire en 1 journée. Ouais, ok. Et qu'au lieu, quelque part, de gagner, de prendre les 7 heures qui te restaient pour toi, tu les as pris pour rajouter des activités, pour faire d'autres choses, pour produire plus. Ok. Voilà. Et du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Chacun y voit. Chacun est libre de voir, ok. Ouais. Parce que Chacun du coup, si y- tu gagnes du temps pour être encore plus productif, mais qu'au final tu fais encore plein de tâches, tu Exactement. t'arrêtes jamais, quoi. Exactement. Au contraire, si tu peux faire un truc en 1 heure que tu faisais en 7 heures, profite des autres 6 heures. Ah bah ça, voilà, c'est chacun qui... Ça peut être intéressant. Bah écoute, merci Christophe d'être intervenu sur ce podcast. Eh bien, avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de te recevoir. On se revoit très bientôt dans les locaux de Pierre et Vacances. Avec plaisir. Pour prendre un petit café ou sur les hôtels d'ailleurs de Pierre et Vacances. Et dans les parcs, tout à fait. Et dans les parcs, il y a des Exactement. super parcs. Et en plus, pour les enfants, j'en profite pour dire que c'est très intéressant. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner en cochant sur la petite cloche, normalement, qui est juste au-dessus de vous. Et à bientôt pour un prochain épisode.